Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle plateforme du pôle santé qui réunit des soignants des deux rives de la Méditerranée. Cette rencontre a pour objectif de construire un espace d'échange permettant de créer des liens et s'entraider dans cette période particulièrement éprouvante pour nous tous. Pour rappel, cette initiative de Issa ONG International, en lien avec son partenaire en Algérie, la Fondation Jannat El Arif, permet de s'enrichir mutuellement en partageant nos observations, nos bonnes pratiques, mais aussi nos doutes et nos hésitations. La plateforme est couplée à l'opération humanitaire Covid-19 Algérie 21, consistant à envoyer des concentrateurs d'oxygène en Algérie. La séance de ce soir a pour thème la situation du Covid-19 pédiatrique en France. Elle a été préparée par nos deux intervenants, les docteurs Nassira Bellaroussi, qui est pédiatre en cabinet à Issy-les-Moulineaux en région parisienne, et le docteur Valetto de Mouliac, pédiatre à Paris, praticien hospitalier à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne. Le docteur Nassira Bellaroussi s'excuse, elle ne pourra pas assister avec nous ce soir, elle est retenue par une urgence. L'organisation de la séance est une présentation de 20 minutes. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange suivra de 45 minutes. Le docteur Valetto, je vous donne la parole. Alors, je partage mon écran, je peux y aller. Voilà. OK, je suis là. Voilà. Et je le mets en diaporama. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Voilà, vous le voyez bien? Vous m'entendez bien? On vous entend bien et on vous voit bien. Alors voilà, je vais vous parler un petit peu de la situation du Covid-19 en France, sachant qu'en toute honnêteté, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans votre pays, pays que j'ai l'occasion de visiter déjà à plusieurs reprises, puisque avec Nassira Bellaroussi, on avait organisé des formations là-bas et j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer nos collègues algérien à ces occasions. Alors voilà, je vais vous faire une présentation qui va nous permettre ensuite d'aborder les différentes situations qu'on pourrait évoquer. Alors d'abord, je vais pourquoi ça passe pas? Alors, attendez. Voilà, je voudrais vous parler de la situation début septembre 2021, c'est-à-dire tout à fait récemment. En France, la population de moins de 20 ans représente quand même 23%, disons 24% de la population globale. Jusqu'à présent, on avait toujours considéré que les enfants étaient relativement épargnés. C'est une situation qui avait été évoquée par la Société française de pédiatrie au début du Covid, que les enfants représentaient 5 à 10 000 fois moins de décès, que les formes graves étaient 500 à 1000 fois moins fréquentes que chez l'adulte, qu'il y avait 100 fois moins de malades hospitalisés chez les enfants que chez les adultes, 2 à 5 fois moins de PCR positives en cas de suspicion de Covid et une contagiosité qui était beaucoup moindre chez les enfants, sauf chez les adolescents qui finalement avaient une contagiosité qui était relativement proche de celle des adultes. Pour parler de ce qui fait mal au début, disons qu'actuellement, les décès cumulés en France représentent pour la population de 10 à 19 ans 11 personnes et chez les moins de 10 ans 6 personnes. Ça représente 0,2% de la mortalité hospitalière. Sachez que tous les enfants qui sont décédés avaient en général des comorbidités. Voilà, donc c'était une situation qui était un petit peu prévue. Au début de cette épidémie de Covid, concernant les enfants, ils avaient été classés en plusieurs groupes. Alors, les asymptomatiques, donc des infections qui étaient détectées lors d'un screening ou dans le cadre d'un tracing, hein, c'est-à-dire d'une recherche d'autres contacts. Le Covid léger, donc celui qui est évidemment de loin le plus fréquent et celui qu'on a surtout rencontré en pédiatrie hospitalière, en pédiatrie libérale aussi.
fièvre, fatigue, atteinte des voies respiratoires supérieures, enfin, tout ça, vous le connaissez très, très bien. Et disons que les Covid légers, en général, étaient pris en charge à domicile, sans aucune, enfin, avec le confinement, etc., de toute la famille, mais sans aucun examen particulier, pas d'atteinte radiologique si une imagerie était réalisée, et ces enfants étaient tout à fait à saturation normale d'oxygène. Puis vous aviez les formes modérées, qui nécessitaient sûrement un passage en urgence, mais qui ne nécessitaient pas forcément d'être hospitalisés, où il pouvait y avoir des anomalies radiologiques ou à l'échographie thoracique, mais la saturation d'oxygène était suffisante. Et puis les formes sévères qui nécessitaient les soins intensifs, avec donc la détresse respiratoire, avec une saturation qui était inférieure à 92%, et puis les formes critiques qui, elles, nécessitaient l'intubation et la réanimation. C'est un petit peu comme ça que les formes pédiatriques étaient considérées dans le Covid chez l'enfant. Alors, en septembre 2021, bien sûr, les cas recensés sont beaucoup moins importants que chez l'adulte, mais ils sont d'autant plus importants que les enfants sont âgés. Cela dit, depuis que le mois d'août, disons que le pourcentage d'enfants atteints augmente. Alors, c'est lié à plusieurs raisons. C'est que d'une part, les adultes en France sont de plus en plus vaccinés, que, comme on le dira tout à l'heure, c'est le variant Delta qui occupe pratiquement tous les malades atteints du Covid actuellement. Et donc, les hospitalisations ont été multipliées par 3. Et on se pose encore des questions sur l'effet que va avoir la rentrée scolaire qui a démarré début septembre sur l'épidémie de Covid. On en dira un petit mot tout à l'heure. Actuellement, les 0-17 ans représentent 21% des cas, tout âge confondu, les 0-2 ans, 6%, les 3-5 ans, 9,5%, les 6-10 ans, 31%, les 11-14 ans, 30%, et les 15-17 ans, 23%. Actuellement, tous les chiffres en France sont en régression. On a l'impression de voir que cette quatrième vague est en train de s'atténuer énormément, mais reste le risque qui intéresse beaucoup les épidémiologistes, c'est de savoir ce qui va se passer, évidemment la rentrée scolaire n'ayant actuellement que 15 jours, et d'autre part, quand le temps va se rafraîchir en France et que les gens vont recommencer à se concentrer chez eux, quel va être l'impact sur une reprise éventuellement du Covid. Pour l'instant, tous les chiffres régressent. Voilà, ça c'est un graphique pour vous montrer un petit peu la situation du Covid chez les enfants de 0 à 9 ans, les enfants de 10 à 19 ans. Et comme vous pouvez le voir, le pic actuel est actuellement en train de régresser, hein, et les chiffres actuels sont encore plus précis. Et comme vous pouvez constater, en rouge foncé, ce sont les 0-9 ans, et en chiffres rouges plus clairs, ce sont les 10-19 ans, et vous voyez que ce sont les 10-19 ans qui largement emportent le nombre de cas. Alors, j'ai d'autres petites courbes à vous montrer, si tout cela vous intéresse, qui sont des courbes qui montrent là, vous voyez, en gris, vous avez la prévalence tout âge confondu, et comme vous pouvez constater, actuellement, les adolescents, donc les chiffres que vous voyez ici, représentent un chiffre est nettement plus important que chez la population générale. Et les tout petits représentent beaucoup moins. Alors, évidemment, j'ai plein d'autres courbes à vous montrer, si j'arrive à me débarrasser de cet écran, voilà. C'est des courbes qui sont publiées régulièrement. Ça, c'est pareil, c'est le nombre d'hospitalisations. Avant, c'était le nombre de cas. Là, vous avez les hospitalisations chez les enfants, 0-9 ans, et comme vous pouvez constater en bleu plus pâle, les 10-19 ans. Et comme vous pouvez voir, actuellement, tous les chiffres sont en train de régresser. Ça, c'est pour les enfants qui sont hospitalisés. Maintenant, vous avez la courbe, le taux, voilà, attendez, ça va trop vite. Ici, vous avez le taux voilà, le nombre quotidien d'hospitalisation critique chez les 10-19 ans, et ici,
chez les plus jeunes. Voilà. Et ça, c'est les hospitalisations en soins critiques, tout âge confondu, par jour. Et comme vous pouvez voir, il y a eu une petite recrudescence et actuellement, c'est en train de diminuer. Ça, c'est la courbe la courbe américaine qui vient d'être publiée en septembre, qui montre exactement la même chose, avec une reprise à partir de juin-juillet, hein, de tout âge confondu chez les enfants, 12-17 ans, 5-11 ans, hein, et comme vous pouvez constater, le pic a remonté, il est en train de stagner, et actuellement, aux États-Unis aussi, les chiffres régressent. Alors, nous avons été confrontés, comme vous, à un syndrome inflammatoire polysystémique qu'on appelle le PIMS, qui a touché, c'était la forme grave avec qu'on appelait au début le pseudo-Kawasaki, mais on s'est vite détourné du mot de Kawasaki parce qu'en fait, ça ne représentait pas tout à fait les mêmes malades ni les mêmes symptômes. C'était des enfants qui étaient âgés de 0 à 19 ans, qui présentaient une fièvre pendant plus que 3 jours, avec au moins deux des signes suivants: une éruption cutanée, une conjonctivite bilatérale non purulente ou des signes d'inflammation mucocutanée, c'est-à-dire exactement les mêmes symptômes que dans le Kawasaki, une hypotension et un état de choc, des signes de dysfonctionnement myocardique, de péricardite, avec des anomalies à l'échographie, certains éléments en faveur d'une coagulopathie et des troubles gastro-intestinaux aigus. La plupart de ces enfants avaient plutôt comme signe de départ non pas des formes respiratoires, mais plutôt des formes gastro-intestinales. Et puis, ils avaient des marqueurs d'inflammation élevés. Il n'y avait aucune autre cause microbienne évidente d'inflammation, pas de septicémie, pas de syndrome de choc staphylococcique, et ils avaient des éléments révélateurs d'une Covid-19 par des tests PCR. Et voilà un petit peu les chiffres qu'on a au 24 août 2021. En France, on a recensé 644, dont 565 Covid sûrs, 80% avaient été détectés par PCR, 3% par sérologie et 5% étaient des sujets contacts. 43% étaient des femmes. L'âge médian était de 7 ans, c'est-à-dire beaucoup plus élevé que les Kawasaki. Il y a eu 38,9 cas par million d'habitants. La mortalité était très faible. En France, il y a eu un cas recensé à Marseille, mais qui était polyatteint. Et l'évolution à court terme est considérée comme favorable, mais à long terme, on se rend compte que ces enfants ont une fatigabilité anormale et surtout une très grande labilité émotionnelle. Le fait d'avoir fait un PIMS est une contre-indication formelle à la vaccination. Voilà. Voilà les cas de PIMS qu'on a eu en France avec, par rapport à tous ceux qui étaient hospitalisés. Voilà. Et ces derniers temps, depuis qu'on a le variant Delta, curieusement, les cas de PIMS ne se sont pas réélevés par rapport au nombre d'enfants hospitalisés. Dans le service où je suis, tous les enfants qu'on a vus depuis le mois de juillet, disons depuis le 15 juillet, sont tous passés aux urgences, mais tous ceux qui sont passés aux urgences, aucun n'a été hospitalisé et aucun n'a fait de forme grave. Et on n'a pas eu de nouveaux PIMS depuis qu'il y a ce variant Delta qui est apparu en France. En néonatologie, juste pour dire que actuellement, comme vous le savez aussi, et vous devez avoir la même situation en Algérie, euh, on pense que quand des nouveau-nés sont atteints, c'est par une transmission horizontale, c'est-à-dire que c'est essentiellement la mère atteinte qui a contaminé son bébé, mais pas par voie intra-utérine. Car le placenta est extrêmement résistant au passage du virus, surtout pendant la première et le deuxième trimestre. Alors en général, ces enfants ont fait une fièvre 5 à 15 jours après la naissance, avec une petite hypotonie, une somnolence, peut-être quelques cas de bronchiolite qui ont nécessité l'hospitalisation, mais l'évolution a toujours été très favorable, sans soins intensifs, il n'y a pas eu de décès, et on avait toujours vérifié qu'il n'y avait pas d'autre cause pour pouvoir affecter ces malades au Covid. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait de prématuré, de septicémie, de souffrance néonatale, etc.
La conclusion, c'est que le Covid chez les nouveau-nés est une forme plutôt parfaitement bénigne et les conclusions des différents experts sont favorables au fait que l'allaitement maternel soit possible chez ces enfants. Alors, le variant Delta est le variant qui nous préoccupe. Vous me direz tout à l'heure si vous êtes victime du même variant. Actuellement, tous les prélèvements séquencés donnent 98% de variant Delta. Sa transmissibilité est beaucoup plus importante que, avec les variants précédents, avec un héros qui était considéré à 5 au départ, alors que les autres variants, le héros était considéré à 2,5. Sa contagiosité est de 60%, il donne une charge virale importante et il donne des symptômes qui sont beaucoup plus rapides d'apparition que les précédents. Il y a beaucoup plus d'hospitalisations. 50% des enfants seraient asymptomatiques et le vaccin ARN Pfizer dont on dispose en France ne permettrait de l'éviter que dans 66% des cas, en particulier pour les patients adultes, mais le vaccin reste extrêmement efficace sur les formes graves. Alors voilà, ça c'est pour vous représenter les différents variants qu'on dépiste en France actuellement. Et comme vous pouvez voir, le variant Delta est apparu en gros au mois d'avril, mai, etc. Et vous voyez maintenant, il représente pratiquement tous les tests qui sont pratiqués, hein. Le variant Delta, en fait, on le dépiste en PCR avec un génome qui est le L452R, c'est une mutation qui est retrouvée pratiquement dans tous les variants Delta, dans le variant Delta et dans d'autres variants, mais surtout dans le variant Delta. Voilà, alors, je continue et je vais vous parler de la vaccination. Actuellement, en France, 74% des adultes sont complètement vaccinés. Les enfants sont éligibles depuis le mois de juillet à partir de l'âge de 12 ans, avec 2 doses à 1 mois d'intervalle. Une seule dose si un Covid a été prouvé auparavant par une PCR ou une sérologie. On fait donc le Pfizer comme vaccin chez les enfants et on peut faire le Moderna à partir de 16 ans. La couverture vaccinale chez les enfants a été extraordinairement rapide. Toutes les autorités ne s'y attendaient absolument pas, puisqu'actuellement, 56,5% des adolescents de 12 à 17 ans ont reçu les 2 doses, donc sont considérés comme vaccinés. Et le 14 septembre, 69% en gros avaient déjà reçu une dose. Alors beaucoup, nous, on a donc cette possibilité de faire la vaccination. On a eu énormément de questionnements des parents pour savoir quel était l'intérêt de faire cette vaccination chez des sujets qui finalement ne faisaient pas de maladies graves. Et en fait, il fallait les convaincre que les enfants, même s'ils ne faisaient pas de maladies graves, transmettaient et qu'en fait, cette vaccination était altruiste. Elle était surtout faite pour protéger les autres que pour protéger l'enfant d'une maladie importante. Et comme vous le savez peut-être, mais nous avons tous maintenant sur nos, comment dire, j'allais dire nos iPhones, nos smartphones, un pass sanitaire qui nous permet d'aller au cinéma, au théâtre, dans les restaurants, les activités sportives, etc. Nous, on ne peut pas y participer si on ne l'a pas. Il faut avoir eu les 2 vaccinations et les enfants sont soumis au même rythme, ce qui a certainement poussé les adolescents cet été à se faire vacciner pour pouvoir profiter de leurs vacances. Alors, les effets secondaires de ce vaccin, une étude américaine vient d'être sortie qui est extrêmement précise pour rechercher les cas, mais on s'est basé sur la cohorte israélienne qui, depuis très longtemps, les vaccine et qui a permis d'avoir une idée des complications que pouvait avoir ce vaccin, des effets secondaires. Et ce qui est ressorti le plus souvent, c'est que le risque de myocardite
était multiplié par 3 chez les enfants vaccinés, principalement après la deuxième dose. Ça touchait 9 garçons sur 10, comme d'ailleurs les formes classiques de myocardite virale d'autres virus. Mais il fallait comparer ce risque de 3,2 au risque de myocardite et de péricardite que pouvaient faire ces enfants s'ils étaient malades. Et ce risque était multiplié par 12 quand on fait la maladie pour les myocardites et de 5 pour les péricardites. Donc, le surrisque de myocardite post-vaccination était estimé entre 1 à 5 cas pour 100 000 personnes et donc interprété en fonction de celui induit par la maladie, qui est entre 6 à 16 cas pour 100 000 personnes. Donc, les autorités ont considéré qu'il fallait faire les 2 doses. Alors, le Conseil général de pédiatrie en France avait suggéré, puisque les garçons étaient plus touchés que les filles, de faire à tous les garçons un test pour savoir s'ils avaient eu le Covid, afin de ne leur faire qu'une seule dose. Et la Haute Autorité de Santé n'a pas retenu cette proposition. Et donc, pour l'instant, tous les adolescents à partir de 12 ans peuvent avoir 2 doses. Alors, voilà, c'est pour vous dire, regardez, la vaccination, elle a commencé en juin-juillet, et regardez la rapidité avec laquelle on est arrivé à la couverture vaccinale qu'on a maintenant. Personne ne s'y attendait, ça a été un résultat spectaculaire. Alors, en France, depuis la rentrée scolaire, des conditions particulières ont été proposées dans les écoles. S'il y a un cas positif dans les écoles maternelles et élémentaires, on ferme la classe pour 7 jours. Dans les collèges et les lycées, on identifie par le contact et le tracing les élèves ayant des contacts à risque. Et quand il y a un contact à risque, l'enfant qui a une vaccination complète reste en cours en présentiel. S'il n'a pas de vaccination complète, il doit faire les cours en virtuel, comme on parle actuellement, par ordinateur, et il est isolé de la classe pendant 7 jours. C'est les dispositions qui ont été prises par rapport à la scolarité depuis la rentrée. Pour l'instant, on n'a aucune idée des résultats sur la contamination par le Covid dans les écoles. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il y a actuellement en gros 3000 classes qui sont fermées en France, ce qui représente 0,5% des classes dont nous disposons dans notre pays. Alors, je voudrais insister sur un petit point. Comme vous le savez, on était confinés à 2 reprises. Une fois, la première fois assez longtemps l'année dernière, et puis on l'a été de nouveau à 2 reprises. Puis ensuite, il y a eu des couvre-feux. Il y a eu des couvre-feux qui se sont faits plus ou moins tôt. Il y a eu des confinements établis dans certaines régions, comme actuellement il y a dans nos DOM-TOM, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, et surtout en Polynésie, où le Covid fait beaucoup de dégâts parce que les gens sont très, très peu vaccinés. Mais comme vous le savez, il y a eu des conséquences sur la scolarité, sur la sociabilité, sur les risques familiaux pour les enfants qui vivaient dans des milieux défavorisés avec des risques de dénutrition. Vous avez des enfants en France qui ne mangent correctement que parce qu'ils sont à la cantine, et quand il n'y avait plus d'école, ils n'avaient plus droit à ces repas publics dans les écoles, ce qui posait des problèmes particuliers. Et puis il y a eu des détresses et des pathologies psychiatriques chez beaucoup d'adolescents, avec des dépressions importantes chez les adolescents qui ne pouvaient plus voir leurs copains, qui ne pouvaient plus sortir. Et il y a eu une augmentation des tentatives de suicide, sans qu'on puisse considérer qu'il y a eu vraiment beaucoup de suicides. Par contre, pendant ces différents confinements, nos cabinets étaient vides. Les gens ne venaient pas en consultation, le suivi des maladies chroniques était particulièrement pas fait, les gens n'osaient pas aller chez le médecin de peur d'attraper la maladie, n'osaient pas aller à l'hôpital de peur d'aller chez la maladie. Et quand les confinements ont été relevés, je pense en particulier à certains diabètes qui étaient complètement décompensés, il a fallu tout reprendre à zéro, et le programme vaccinal a pris énormément de retard. Mais je voudrais insister sur un point qui fait actuellement toutes les discussions avec les infectiologues, les pédiatres et les épidémiologistes,
c'est ce qu'on appelle la dette immunitaire. La dette immunitaire, c'est lié au fait que les règles d'hygiène et des mesures barrières ont été très strictes. Elles ont été très strictes et plutôt bien suivies. À cause de ça, il y a eu une limitation de la circulation du virus, mais aussi des autres germes pathogènes. Il y a eu une diminution de la couverture vaccinale de tous les autres vaccins. Il y a eu une diminution très importante de gastroentérite aiguë. On n'a pratiquement pas vu de bronchiolite cet hiver. Par contre, on a recommencé à en voir cet été, les bronchiolites à VRS. Les pneumocoques ont diminué en gros de 50% pour les otites et les pneumonies. Pareil pour les méningoncés, la coqueluche et le rotavirus. Et toutes les questions qui se posent actuellement, c'est de savoir ce que ça va donner quand les restrictions vont être levées et en particulier si les règles d'hygiène ne sont pas bien contrôlées, car on va sûrement revoir apparaître des épidémies importantes et des épidémies qui risquent d'être beaucoup plus sévères que celles qu'on avait habituellement tous les ans. C'est le cas de la varicelle. Il y a eu moins 60% de varicelle en 2020, donc il y a de risques de formes plus tardives et donc de formes plus compliquées. Et la question se pose actuellement en France de savoir s'il ne va pas falloir généraliser la vaccination contre la varicelle pour éviter des complications importantes, et aussi pour le rotavirus. Et puis, il y a une très grande chose, c'est que le fait de ne pas avoir été stimulé régulièrement dans les crèches, dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les activités sportives, fait que la stimulation de l'immunité innée a quasiment disparu. Et ça va certainement rendre nos enfants plus susceptibles aux infections. Et comme vous le savez aussi, on parle beaucoup de la théorie hygiéniste, moins on est exposé aux germes, plus on peut faire à l'âge adulte des maladies auto-immunes et allergiques. Voilà les questions qui sont actuellement posées concernant les enfants en France. Cette dette immunitaire, tout ça a été publié par Owen Cohen dans un article dont je vous ai mis la référence et qui expose très bien la situation actuelle de cette dette immunitaire en France. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur la situation actuelle. Je vous remercie beaucoup de votre attention en soumettant ce petit schéma de vous dire ben, qu'est-ce qui va se passer demain. C'est encore un grand mystère parce que si en Europe, on arrive à avoir une couverture vaccinale relativement importante, ce qui va limiter quand même la diffusion de la maladie, qu'en est-il dans les autres pays du monde où actuellement, si en Europe, on arrive à une couverture vaccinale, tout âge confondu, de 70 à 80% selon les pays, dans le reste du monde, on n'est qu'à 30%. Donc, je vais vous redonner la parole à tous parce que je ne sais absolument pas ce qui se passe chez vous et peut-être que vous pourrez, moi, m'informer sur la situation dans votre pays. Je vous remercie de votre attention.